Voilà pour cette audition de Jean Gobert, le médiateur national de l'énergie, qui a donc été entendu par les sénateurs de la commission d'enquête sur les autorités administratives indépendantes. Objectif de cette commission d'enquête, eh bien voir justement si les autorités administratives indépendantes, qui ont acquis un rôle très important dans notre système institutionnel, n'ont justement pas trop de pouvoir, et cela au détriment des pouvoirs exécutifs et législatifs. La loi, justement, c'est ce qui occupe ce matin les sénateurs qui participent au débat sur le bilan annuel de l'application des lois, un rendez-vous incontournable du Sénat. On peut déjà dire qu'au titre de la session 2013-2014, eh bien, les résultats sont comparables aux années précédentes, avec un taux de transformation en texte d'application de 65% et avec un délai entre la loi et la parution des décrets d'application qui reste stable aux alentours de 8 mois. Tout de suite donc, on prend la direction de la salle Clémenceau. Mes chers collègues, en parallèle avec les travaux des groupes de réflexion sur nos méthodes de travail, j'avais redit l'importance que nous attachons au contrôle parlementaire, qui est pour nous une priorité, me semble-t-il, de même rang que la fonction législative. À nous de combiner, de concilier dans notre agenda cette double fonction. Cette notion de contrôle recouvre une grande diversité et, je le rappelle, il y a en moyenne 5000 questions écrites par an avec le rappel, Monsieur le Ministre, mais j'ai eu l'occasion de vous le dire, mais j'en profite encore une fois, le rappel de notre attachement au délai de réponse, notamment sur des questions qui sont importantes par rapport à l'actualité, qu'elles soient législatives ou qu'elles soient tout simplement événementielles, les questions orales du mardi matin, les questions d'actualité au gouvernement. Le contrôle est d'ailleurs une des marques du Sénat et je pense que nous avons une place particulière pour contrôler avec détermination et efficacité, au-delà de ce qui est naturel dans une démocratie, de la confrontation politique. Le nouvel article 24 de la Constitution, je le rappelle, le Parlement vote la loi, il contrôle l'action du gouvernement, il évalue les politiques publiques. Alors nous allons, dans cette forme un peu nouvelle, mais elle n'est que partiellement nouvelle d'ailleurs, dans cette salle Clémenceau, ouvrir, et je donne la parole au président de la délégation du bureau chargée du travail parlementaire, du contrôle et des études, vice-président du Sénat, Monsieur Claude Berry-Debat. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les présidents des commissions permanentes, chers collègues. Comme tous les ans, depuis 2012, nous voici réunis en séance publique pour faire le point sur l'application des lois en présence du secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Cette année, vous aurez cependant noté deux différences notables de procédure. Nous siégeons en salle Clémenceau, sans doute mieux appropriée que l'hémicycle pour un débat de contrôle de ce type. Et comme l'a décidé le bureau du Sénat, la synthèse des observations des commissions permanentes m'a été confiée en ma qualité de président de la délégation du bureau au travail parlementaire et au contrôle. Les années précédentes, ce travail était effectué par une instance ad hoc présidée par notre collègue David Assouline, dont je tiens à saluer l'excellence de son travail. Tirant les conséquences de la révision constitutionnelle de 2008, il a beaucoup contribué à diffuser la nouvelle culture de contrôle et de l'évaluation. Au-delà des différences formelles, l'essentiel est la vigilance inlassable que le Sénat consacre depuis plus de 40 ans à une bonne mise en application des lois votées par le Parlement. Vous trouverez dans mon rapport écrit tous les chiffres et toutes les données qualitatives de la dernière session, en l'occurrence l'année parlementaire 2013-2014. Ce matin, je me contenterai donc d'en récapituler les points essentiels tels que j'ai pu les présenter en conférence des présidents le 27 mai dernier. Les données ont été élaborées à partir des bilans détaillés des commissions permanentes et des statistiques de la direction de la législation et du contrôle du Sénat, après recoupement avec les chiffres quasi concordants du secrétariat général du gouvernement.
Nous avons également eu l'honneur et le plaisir de recevoir le nouveau secrétaire général du gouvernement, M. Marc Guillaume, le 19 mai dernier, quelques semaines seulement après son entrée en fonction, en présence des présidentes et présidents des commissions permanentes ou de leurs représentants. De ce bilan, je retiendrai 7 grandes tendances. Tout d'abord, une production législative soutenue sur l'année. 66 lois ont été promulguées, hors convention internationale, contre 50 l'année précédente, soit plus de 30% d'augmentation. Sur l'ensemble, 40% des lois ont été d'initiative parlementaire. Le Sénat, avec 9 propositions de loi, a été à lui seul à l'origine de presque une loi sur 7. Deuxième point, en nombre de lois, le pourcentage d'application totale ou partielle a atteint 94%. Mais, comme je l'explique dans mon rapport écrit, ce chiffre impressionnant n'a qu'une signification relative. 27 des 66 lois de l'année n'appelaient d'ailleurs aucune mesure réglementaire. On parle alors de loi d'application directe. Troisième point, le décompte par mesure sur l'ensemble de la législature, dont depuis le 20 juin 2012, me semble plus révélateur. Le secrétaire général du gouvernement annonce à ce jour un taux de 65% qui rejoint nos propres estimations. Nous avons également établi le pourcentage de parution des textes nécessaires à la mise en œuvre des mesures législatives de la précédente session, qui s'élève à ce jour à 55%. Là encore, c'est un simple indicateur tendanciel, car il ne prend pas en compte tous les textes déjà parus ou encore à paraître après le 31 mars 2015. Au total, on peut considérer que le taux réel d'application des lois tourne aujourd'hui autour de 65%. Ce taux appelle de ma part 2 observations. On pourrait d'abord le juger insuffisant ou regretter qu'il stagne depuis 5 ans. Certes, il y a encore des progrès à attendre, mais le taux actuel est tout de même très supérieur au pourcentage calamiteux observé avant 2010, qui tournait entre seulement 15 et 30%. Ce pourcentage global masque de gros écarts entre les différentes commissions. Par exemple, seulement 30% pour les lois relevant de la commission des affaires économiques, contre 95% pour la commission de la culture. De son côté, le secrétaire général du gouvernement a reconnu qu'il y avait aussi des écarts sensibles entre les ministères. Quatrième point, autre tendance dans la durée, sur 54 lois votées en début de la 14e législature du 20 juin 2012 au 30 septembre 2013, seulement 2 lois n'ont pas encore connu aucun début de mise en application. Autrement dit, le stock de lois durablement inappliquées n'augmente pas, même s'il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives. 5e point, concernant les délais de publication, une circulaire de février 2008 donne au ministère 6 mois à compter de la promulgation d'une loi pour faire apparaître leur texte. En pratique, ce délai est rarement respecté en raison de la complexité du processus de rédaction des décrets. Là encore, la charge de travail est très inégale selon les ministères. Certains sont submergés de décrets quand d'autres n'en rédigent presque jamais. L'an dernier, seulement 30% des textes d'application sont sortis dans les 6 mois. Mais ce pourcentage n'a rien d'alarmant car en général, les dépassements restent dans la limite du raisonnable. Sur 491 décrets d'application de la précédente session, 86% sont sortis en moins d'1 an. Au total, le délai moyen de parution des décrets d'application tourne autour de 8 mois et 5 jours. 6e point, cette année encore, le seul vrai point noir. Dans le dépôt, je devrais plutôt dire dans l'absence de dépôt, des rapports demandés par le Parlement, Monsieur le Ministre. Sur la moyenne des 10 dernières années, seulement 60% des lois demandant un rapport ont été suivies d'effet. C'est une lacune dénoncée depuis des années, mais qui ne s'améliore pas au fil des sessions. Cela devrait nous conduire à nous interroger sur les raisons de ce phénomène. Peut-être nous demandons-nous trop de rapports. Un rapport est aussi assez souvent une concession du gouvernement en échange de retrait d'un amendement, dont on peut s'interroger sur ce type de modalité ou de pratique, mais le constat est là, et quelles qu'en soient les raisons, bonnes ou mauvaises,
Le défaut de remise des rapports a été une atteinte regrettable à l'exercice par le Sénat de sa fonction constitutionnelle de contrôle. Le dernier point sur lequel je souhaite attirer l'attention du gouvernement est d'ordre plus qualitatif. La pratique montre qu'assez souvent, les textes d'application ne sont pas pleinement fidèles aux lois qui sont censées appliquer. On assiste même parfois à un phénomène de distorsion cumulative. Le décret s'écarte un peu de la loi, la circulaire s'écarte à son tour du décret, et d'interprétation en interprétation, le droit appliqué sur le terrain n'est plus conforme à l'intention initiale du législateur. Les élus locaux ont trop souvent l'occasion d'observer des situations de ce genre, et j'en ai fait ces remontées lors de la rencontre que nous avons eue avec le secrétaire général du gouvernement. C'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Alors, d'autres pistes de réflexion ont été évoquées lors de l'audition du secrétaire général du gouvernement, en particulier sur les retards dans les réponses ministérielles aux questions des sénateurs, mais le temps me manque pour le développer. En conclusion, je crois légitime de dire que les chiffres de 2013-2014, sans être exceptionnels, Monsieur le ministre, vont dans le bon sens. Il faut en donner l'acte au gouvernement. Il a pris cette question à bras-le-corps, sous votre coordination, Monsieur le ministre, et elle fait désormais l'objet d'une communication mensuelle au Conseil des ministres, innovation dont on ne peut que se réjouir. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, les procédures et les techniques de contrôle évoluent d'une année sur l'autre, mais l'application des lois reste un combat de tous les jours. Le Sénat et ses commissions permanentes s'y impliquent activement et y déploient une grande expertise. C'est à mes yeux une activité de contrôle parlementaire au meilleur sens du terme, non pas un combat contre le gouvernement, mais un effort aux côtés du gouvernement et au service de nos concitoyens. C'est une démarche démocratique essentielle, car la loi votée par le Parlement exprime la volonté générale et il importe d'en faire à tous les niveaux l'application la plus fidèle et la plus rapide possible. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, pour ce rapport et le rapport d'information qui est naturellement à la disposition de chacune et de chacun de nos collègues. Je vais maintenant donner la parole à chacune des commissions au travers de leurs présidents, de leurs représentants, et nous commençons par la commission des affaires économiques. Je vais donner la parole à notre collègue Michel Well pour 5 minutes. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les présidents Jean-Claude Lenoir, qui ne peut être présent ce matin au Sénat, m'a demandé de l'excuser et de vous présenter le bilan d'application des lois relevant du champ de compétences de la Commission des affaires économiques pour la session parlementaire 2013-2014. Sur les 34 lois... Sur les 34 lois dont l'application est suivie cette année par la Commission des affaires économiques, 14 sont totalement applicables. Comme l'année dernière, il est à noter qu'aucune loi figurant dans le bilan n'apparaît comme totalement appliquée. L'activité législative de la Commission a été soutenue durant la session parlementaire 2013-2014, avec l'adoption de 5 projets de loi importants, tant pour leur contenu que le fait de la longueur de certains textes. Prévoyant un nombre impressionnant de mesures réglementaires d'application, 3 propositions de loi ont également été votées au cours de cette période de référence. 2 sont d'origine sénatoriale et directement applicables. L'étude des 20 lois qui ne se sont que partiellement applicables aboutit à un bilan plus contrasté. L'exemple le plus emblématique en est la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Allure, pour laquelle 210 renvois vers des débats ou arrêtés sont prévus. Je pense personnellement que cette loi Allure, qu'on devra vraiment y retravailler, la couper en deux. Autant on peut considérer que ce qui a été pris et voté par les assemblées me semble ajusté pour le parti rapport locataire et propriétaire,
mais autant sur l'urbanisme, la loi Allure a été dans énormément de communes une véritable catastrophe et une levée de bouclier. Ça, je tiens vraiment à le souligner, et entre autres dans ma commune. Alors, je suis en Seine-et-Marne, Monsieur le Ministre, donc dans un secteur sensible du nord du département, et c'est sûr que lorsque vous avez 1000 m² de terrain dans la commune, et que d'un seul coup, 1000 m² à côté de terrain apparaissent, et on en fait 3 lots. Ce qui veut dire qu'après, on ne peut plus laisser rentrer les voitures, on les laisse sur la chaussée. C'est vraiment là, il y a quelque chose à voir de ce côté-là. L'étude des 20 lois qui ne sont que partiellement applicables aboutit à un bilan plus contrasté. L'exemple le plus emblématique en est la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement, je viens de le dire, et surtout l'urbanisme rénové, pour laquelle 210 renvois vers des décrets ou arrêtés sont prévus. À ce jour, cette loi s'affiche un taux de parution des textes réglementaires très bas, qui s'établit à 16% seulement, puisque 33 mesures ont jusqu'à présent été prises. Il est à noter que la loi du 20 décembre 2014, relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, et le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques en cours d'examen modifie plusieurs dispositions de la loi. Les conséquences de ces modifications sur des mesures réglementaires à prendre sont à ce stade encore difficiles à évaluer. Mais l'abandon de certains dispositifs est probable. 2 autres lois votées durant l'année parlementaire 2013-2014 affichent un taux d'application peu satisfaisant, avec un peu plus d'un quart des mesures réglementaires attendues et déjà publiées. Il s'agit respectivement de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, 28% des mesures prises, et de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, 26% seulement des taux d'application. Lorsque l'on regarde plus en arrière dans le stock des lois suivies par la Commission, force est de constater que très peu de mesures réglementaires, moins d'une dizaine environ, étaient prises par les lois antérieures à 2013, à plusieurs rares exceptions. Sur les 34 lois dont l'application est suivie cette année par la Commission des affaires économiques, une seule a fait l'objet de la remise d'un rapport en vertu de l'article 67 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit devant le bilan établi en 2013. Le rapport relatif à la mise en application de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a été remis au Parlement le 20 décembre 2014, soit plus de 9 mois après la promulgation du texte, au lieu des 6 mois annoncés par la loi 2004. Comme l'année dernière, il faut enfin déplorer la grave défaillance dont fait preuve l'administration quelquefois, en ce qui concerne la remise des rapports au Parlement. Les chiffres sont éloquents. 3 rapports seulement ont été rendus au cours de la période étudiée cette année sur des textes que nous avons suivis. Pour mémoire, les lois votées sur la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 prévoyaient au total la remise de 27 rapports. La loi Allure a été à elle seule comprenant 9 rapports et aucun n'a paru pour l'instant et n'a pas vu le jour, bien sûr. L'inefficacité de la mesure étant depuis longtemps démontrée, je crois, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, qu'il nous faut absolument combattre cette solution de facilité qui consiste à prévoir la remise d'un rapport sur un dispositif dont on ne peut obtenir l'adoption dans la loi. Ces rapports coûtent cher et nous coûtent très cher. Pour conclure, Monsieur le Ministre, je dirais que la Commission des affaires économiques a dû traiter une volonté législative très importante ces dernières années. Plusieurs centaines de textes d'application sont attendus et le rythme s'accélère. Dans ces conditions, il ne faut guère s'étonner que l'application des lois puisse être satisfaisante. Alors, Monsieur le Ministre, nous avons peut-être une solution à la Commission des affaires économiques, c'est de moins légiférer. Merci. Bien, sur cette proposition, merci à notre collègue Michel Houet au nom de la Commission des affaires économiques. La parole est maintenant au président Jean-Pierre Raffarin, président de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Comme chacun le sait, l'essentiel de l'activité législative de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées consiste en l'examen de projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation de traités ou d'accords internationaux.
Ainsi, au cours de la session 2013-2014, le Sénat a adopté 22 accords internationaux relevant de la compétence de la Commission. Certains de ces accords n'ont pas été examinés par l'Assemblée nationale et toutes les lois n'ont donc pas été promulguées. Toutefois, les conventions n'entrent pas dans le champ du bilan que nous traitons aujourd'hui. En dehors des conventions, 2 lois ont été promulguées au cours de la session 2013-2014. La loi du 18 décembre 2013 de programmation militaire 2014-2019 que le Sénat souhaite pouvoir actualiser prochainement. Et la loi du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale. Ces 2 lois de programmation ont constitué 2 rendez-vous législatifs importants. La Commission des affaires étrangères s'est également saisie pour avis de la loi du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires. À la date du 31 mars 2015, la Commission suit l'application de 5 lois adoptées jusqu'au 30 septembre 2014 et applicables donc à des degrés divers. Le bilan fait apparaître plusieurs motifs de satisfaction. En premier lieu, la loi d'orientation sur le développement a été rendue totalement applicable moins de 6 mois après sa promulgation. En deuxième lieu, et contrairement au précédent bilan d'application des lois, la Commission n'a plus de loi qui soit totalement inapplicable. Une des mesures réglementaires que nous attendions depuis 3 ans pour permettre l'application au moins partielle de la loi du 28 juillet 2011, tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure, vient d'être prise sous la forme d'un décret en Conseil d'État du 16 mars 2015 portant amélioration et simplification des règles de gestion de la réserve militaire. Le rapport d'application publié par la Commission pour le contrôle et l'application des lois en juillet 2014, on s'en souvient, avait considéré que l'absence des décrets d'application d'une loi censée garantir la continuité de la vie nationale 3 ans après sa promulgation était une situation pathologique tout à fait anormale et préconisait que les décrets d'application soient publiés dans les plus brefs délais. Cette analyse prend toute sa dimension dans le contexte des attentats de janvier dernier et de la mobilisation de nos forces armées sur le territoire national, notamment dans le cadre de l'opération Sentinelle. Le projet de loi d'actualisation de la loi de programmation militaire que nous examinerons en juillet prévoit que le nombre de réservistes soit augmenté de manière significative. C'est ce contexte de particulière gravité qui nous a conduit, Monsieur le Président, à l'accélération du calendrier que nous appelions de nos vœux. En troisième lieu, la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, dont nous examinerons donc l'actualisation, a reçu 94% des mesures réglementaires attendues. 94% avec 20 mesures réglementaires prises au 31 mars 2015. J'attire votre attention sur les 3 derniers décrets en Conseil d'État publiés le 29 mars 2015 relatifs à la lutte contre la cybercriminalité. La récente attaque dont a été victime TV5 Monde en souligne toute la nécessité. J'ajoute que la Commission a bien reçu en juin 2014 le rapport sur l'exécution de la loi de programmation militaire préalablement au débat d'orientation budgétaire, rapport qui est prévu par l'article 10 de la loi, ainsi que les 2 bilans semestriels détaillés demandés par son article 8 qui ont été reçus respectivement en juin et en octobre de l'année dernière. Le ministre de la Défense est venu lui-même nous présenter ces rapports devant la Commission. En quatrième lieu, un rapport global sur la mise en application de cette loi a été déposé au Parlement le 28 juillet 2014, soit 7 mois après sa promulgation, en application de l'article 67 de cette loi. En dépit de ce retard, la Commission a pris acte avec satisfaction, d'autant qu'il a été précédé par l'envoi à la Commission en juin 2014 d'un rapport du ministère de la Défense sur son analyse de la programmation 2014-2019. Ce document très complet faisait l'objet d'une diffusion restreinte. La Commission a un regret toutefois exprimé, celui de ne pas avoir reçu en temps et en heure le rapport d'application pour la loi d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale qui aurait dû être transmis au Sénat au plus tard le 7 janvier 2015. Ce rapport vient de nous être cependant transmis seulement en début mai. C'est d'autant plus regrettable que tous les textes d'application attendus ont bien été pris dans un délai de moins de 6 mois après la promulgation. En conclusion, Monsieur le Président, nous vous présentons ce bilan avec une conviction qui nous paraît plutôt positive. Merci, Monsieur le Président. Je vais maintenant donner la parole au Président de la Commission des Affaires sociales, notre collègue Alain Milon. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues.
Au vu du bilan établi par la Commission des affaires sociales, je ne peux qu'appuyer les propos et les principaux constats dressés par le président Claude Berry-Debat. Tout d'abord, le niveau de mise en application des lois relevant de notre commission apparaît nettement plus satisfaisant que par le passé. Au 31 mars dernier, 78% des mesures attendues pour les textes de l'année 2014-2013 étaient intervenues. C'est un taux quasiment identique à celui constaté l'année précédente à la même période, alors même que le nombre de dispositions appliquées a doublé d'une année sur l'autre, passant de 132 à 265, et que nous nous situons sur un niveau historiquement élevé de production législative dans le champ social. Il faut donc saluer ce réel progrès, tout en souhaitant, bien entendu, que les efforts de mise en application rapide soient poursuivis. Ce satisfecit doit cependant être nuancé par un deuxième constat qui est d'ailleurs récurrent, celui de fortes disparités selon les textes. Ainsi, les textes qui traduisent les priorités de la politique gouvernementale sont généralement rapidement mis en œuvre. C'est le cas des lois de financement de la sécurité sociale, de la loi sur les retraites ou de la loi sur la formation professionnelle. Nous avons le sentiment que l'exécutif est parfois moins empressé de mettre en œuvre certains textes d'origine parlementaire. Nous avons évoqué en commission l'application à la fonction publique de la loi permettant le don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade. Les décrets ont finalement été publiés au journal officiel il y a quelques jours, le 29 mai. Nous nous sommes également inquiétés de l'absence de parution à ce jour du décret nécessaire à l'expérimentation des maisons de retraite, alors que le cahier des charges de cette expérimentation a été défini en septembre 2014 par la Haute Autorité de Santé. Je rappelle que cette loi a été initiée au Sénat par notre ancienne collègue Muguette Dini et que le décret est nécessaire pour sécuriser le cadre juridique et le financement des maisons de naissance qui n'existent aujourd'hui que sous la forme de projets pilotes. Nous constatons aussi, pour certaines dispositions, des délais d'application anormalement longs. Il s'est écoulé 5 ans entre l'apparition de la loi HPST de 2009 et celle, en août 2014, du décret d'application de son article 8, ouvrant la possibilité de créer des fondations hospitalières associant les acteurs publics ou privés de la recherche clinique. Et c'est il y a 1 mois à peine qu'est paru le décret approuvant les statuts de la Fondation hospitalière APHP pour la recherche. À l'inverse, il faut reconnaître qu'une parution très rapide des textes réglementaires n'est pas toujours non plus gage d'efficacité. Nous le voyons avec les difficultés liées à l'application des décrets relatifs au compte personnel de prévention de la pénibilité. Elles ont contraint le gouvernement à revenir en partie sur le dispositif dans le projet de loi sur le dialogue social. Le président Berry-Debat a également évoqué dans son rapport la question essentielle de la conformité des textes d'application avec l'intention du législateur. Le cas de divergence existe. Par exemple, l'arrêté de février 2015 relatif à l'article 28 de la loi de bioéthique de juillet 2011 sur les conditions de formation et d'expérimentation des praticiens exerçant les activités d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur n'a que très partiellement été satisfait à nos yeux. L'amendement du Sénat qui visait à établir des règles de bonne pratique en la matière. En effet, cet arrêté ne fixe pas les critères que nous attendions pour définir de manière objective la marge d'appréciation laissée aux praticiens s'agissant de l'adéquation entre les caractéristiques physiques des parents et celles du donneur. Enfin, je confirme aussi le faible taux de remise de rapports au Parlement qui invite, me semble-t-il, à davantage de discernement sur les demandes formulées. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, ce bilan contrasté qui s'inscrit dans une tendance qui nous paraît néanmoins plutôt positive. Je suis convaincu qu'elle pourra l'être davantage encore avec une meilleure préparation et évaluation préalable des textes et une attention renforcée de l'exécutif aux dispositions issues de l'initiative parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Je donne la parole maintenant à Madame la Présidente de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication, Madame la
Présidente Catherine Morin-Desailly, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Donc, comme chaque année, nous sommes réunis pour un moment important qui traduit solennellement l'exercice de notre fonction de contrôle de l'action du gouvernement. Je dois dire que, pour ce qui concerne la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication, c'est un exercice auquel nous sommes très attachés. Je note que depuis plusieurs années, les gouvernements successifs se sont efforcés de raccourcir les délais de parution des textes d'application des lois que nous adoptons. Et en pratique, je note que la plupart des textes attendus pour l'application des grandes lois votées depuis le début de la législature dans les secteurs qui relèvent de la compétence de notre commission sont désormais parus, ce qui confirme les observations générales qui ont été formulées par le président Berry-Débat. Maintenant, si je rentre dans le détail, je voudrais dire que 2 textes manquent encore pour l'application complète de la loi de refondation de l'école de juillet 2013. Envisagé pour 2014, l'arrêté définissant la périodicité et le contenu des visites médicales reste encore en attente. L'autre décret prévu et non encore pris concerne l'attestation de maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture par le diplôme national de brevet. Selon les informations qui m'ont été communiquées, ce décret devrait être publié en 2016 ou 2017. Il me fournit une transition pour évoquer un phénomène croissant, celui des mesures d'application non prévues expressément. Il n'a échappé à personne que le gouvernement a pris il y a quelques jours un décret et un arrêté sur la réforme du collège. Sans entrer dans la polémique sur le contenu de la réforme, il est certain que l'absence de mention de texte désignée à, entre guillemets, repenser le collège unique, mention qui figure dans le rapport annexé à la loi de refondation de l'école, mais pas dans le texte de loi proprement dit, a contribué à alimenter l'effet de surprise. La ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a annoncé la publication d'ici à la rentrée prochaine des nouveaux programmes. Ceux-ci feront l'objet d'une circulaire qui permettra très concrètement de préparer la mise en œuvre de la réforme des programmes du primaire comme du secondaire. En 2013, la question de l'approbation de ces programmes par le législateur a été tranchée. Cette proposition n'a pas été suivie. C'est pourquoi il me paraît essentiel que nous soit transmise en temps et en heure la circulaire annoncée par la ministre. Prévoir dès l'origine un calendrier prévisionnel pour l'adoption des circulaires pourrait d'ailleurs constituer un pas supplémentaire dans la bonne direction. 2 décrets pour l'application de la loi relative, cette fois à l'enseignement supérieur et à la recherche de juillet 2013, restent encore en attente. Il semblerait que le décret fixant les critères d'attribution des logements destinés aux étudiants, ainsi que les modalités de transfert des biens appartenant à l'État ou à un établissement public affecté au logement des étudiants aux collectivités territoriales, soit actuellement en phase de concertation. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous apporter des précisions à ce sujet ? Je souhaite que le décret déterminant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractant avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non, puisse être lui aussi publié prochainement. Je voudrais dire que la récente mission d'une délégation de notre commission qui s'est rendue le mois dernier au Maroc nous a montré que cette coopération pouvait constituer un élément essentiel pour le renforcement des échanges universitaires et scientifiques. Enfin, toutes les dispositions de la loi relative à l'indépendance de l'audiovisuel sont désormais applicables, même si le décret définissant les conditions de contribution des éditeurs de services de télévision à la production audiovisuelle indépendante, disposition introduite dans la loi à l'initiative du Sénat, a pris près d'1 an de retard par rapport à la date annoncée initialement. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'essentiel de ce que j'avais à partager avec vous pour ce bilan annuel. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame la Présidente. Je vais donner la parole maintenant au vice-président de la Commission du développement durable, notre collègue Jean-Jacques Filleul. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le bilan de l'application des lois suivies par la Commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement, de l'aménagement du territoire, fait lui aussi apparaître les grandes tendances mises en avant par les autres commissions permanentes du Sénat. Une amélioration relative dans la mise en application des lois, mais un taux encore insuffisant de mesures prises dans un délai raisonnable.
et par voie de conséquence des marges de progrès qui nous paraissent encore substantielles. Plus précisément, qu'avons-nous relevé cette année? Deux motifs de satisfaction d'abord. Premièrement, sur un plan quantitatif, 5 lois dont nous assurons le suivi sont devenues totalement applicables entre le 1er octobre 2013 et le 31 mars 2015. J'en évoquerai 2 en particulier. La loi du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et la protection des lanceurs d'alerte, dont l'origine revient à une initiative du groupe écologiste du Sénat. 2 décrets du 26 décembre 2014 ont permis de la rendre pleinement applicable, l'un en fixant la composition et le fonctionnement de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement, l'autre en précisant la liste des établissements et organismes devant tenir un registre des alertes. C'est un vrai motif de satisfaction pour une loi importante voulue par notre Assemblée. La loi du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires, conformément aux engagements pris par le gouvernement et dans un contexte d'urgence face à la résurgence de la piraterie maritime, l'ensemble des mesures réglementaires a été publié avant la fin de l'année 2014, soit dans les 6 mois du vote de la loi, ce dont nous nous félicitons, mais qui devrait évidemment être la norme. Deuxième motif de satisfaction, aucune des lois suivies par notre commission n'est totalement inapplicable au 31 mars 2015. Toutes ont fait l'objet d'au moins une mesure réglementaire d'application, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé. Voilà pour les points positifs, mais comme les années précédentes, plusieurs motifs d'insatisfaction demeurent. J'en développerai 3. Le premier, 35% des lois adoptées au cours des 10 dernières années et qui relèvent du champ de compétences de notre commission sont encore en attente de mesures d'application, ce qui est bien entendu, selon nous, beaucoup trop. En effet, sur les 34 lois votées au cours de cette période, 12 ne sont encore que partiellement applicables et seules 5 d'entre elles ont fait l'objet d'une nouvelle mesure d'application entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015. Deuxième observation, aucun rapport sur la mise en application des lois votées par notre commission ne nous a été transmise par le gouvernement dans les 6 mois suivant leur entrée en vigueur. Le principe de cette transmission est pourtant posé par l'article 67 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit déjà cité. Troisième constat, le retard, voire l'absence de remise des multiples rapports d'information demandés au gouvernement au travers des dispositions législatives que nous votons. Sur les 53 rapports d'information demandés au gouvernement depuis le 1er octobre 2004, 28 ont été remis, soit à peine plus de la moitié. Au cours de l'année parlementaire 2013-2014, seul un rapport intéressant notre commission a été transmis au Sénat, le rapport sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable 2010-2013. Cela témoigne malheureusement de l'inutilité des amendements parlementaires demandant de tels rapports. Certes, nous avons parfois tendance à encombrer l'administration par des demandes inutiles ou redondantes, mais il arrive que de tels rapports soient pleinement justifiés. Il est bien dommage alors de constater que le gouvernement n'accorde aucune importance au respect des mesures votées. Avant de terminer mon propos, je voudrais insister sur une loi emblématique votée l'an dernier, la loi du 4 août 2014 portant sur la réforme ferroviaire. Plusieurs textes d'application ont déjà été pris, notamment sur les nouvelles instances mises en place et sur les missions des différents établissements créés. Mais reste à prendre un certain nombre de textes particulièrement sensibles et importants, tels que le décret socle, qui doit fixer les règles sociales communes aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d'infrastructures, le décret relatif aux services internes de sécurité de la SNCF ou encore le décret précisant les modalités d'application des transferts de propriété du domaine public ferroviaire au profit des régions. Nous attendons également le décret précisant les formalités à remplir par les entreprises ferroviaires pour le versement de la contribution locale temporaire créée à l'initiative du Sénat pour financer les aménagements extérieurs d'une gare ferroviaire de voyageurs. Ce sont des mesures importantes qui ne sauraient être encore retardées. Nous estimons nécessaire qu'elles soient prises dans les meilleurs délais. Il en va du succès de la réforme de notre système ferroviaire, auquel vous savez, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je suis
très attaché. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je vais donner maintenant la parole à la présidente de la Commission des Finances, Madame la Présidente Michèle André. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je commencerai par dire ma satisfaction que le Sénat continue de s'investir activement dans le contrôle de la mise en œuvre des lois. Et je veux remercier ici particulièrement Claude Berry-Debat pour son implication sur ce sujet. La Commission des Finances est particulièrement concernée par le suivi de la mise en application des lois puisque 20 à 30% de l'ensemble des textes réglementaires attendus chaque année à ce titre se rapportent à des lois qu'elle a traitées au fond. L'année dernière, nous avons même connu un pic avec 37%. Je dirai d'abord un mot des principales statistiques. Au cours de la période de contrôle, les 2/3 des textes attendus sont parus, ce qui est plus que l'année dernière, mais un peu moins que la précédente. Beaucoup moins de textes ont été pris dans le délai de référence de 6 mois, 44% contre les 3/4 l'année dernière et les 2/3 il y a 2 ans. Et seulement 2 des 11 rapports attendus nous ont été remis, ce qui, sans doute, nécessitera de s'interroger sur les demandes de rapport que nous formulons, nous-mêmes parlementaires en général. Je voudrais maintenant évoquer quelques caractéristiques de la manière dont sont mises en œuvre les lois que nous votons. Sans originalité, on trouve encore des exemples de mesures qui ne sont pas mises en œuvre car l'absence de texte d'application peut être qualifiée de bloquante. C'est le cas de la TGAP sur les sacs plastiques. Au contraire, d'autres dispositions sont appliquées alors même que tous les textes nécessaires ne sont pas parus. Il en va ainsi de crédits d'impôt qui sont accordés sans attendre que tous les critères d'éligibilité soient opérationnels. C'est le cas de l'éco-conditionnalité du crédit d'impôt développement durable, décidé en 2012, appliqué seulement depuis 2014. Enfin, en matière de réglementation bancaire et financière, l'évolution rapide du droit européen rend souvent nos lois, comme leurs textes d'application, très vite obsolètes. C'est à se demander si nous n'entrons pas dans une ère de législation à durée déterminée. Je voudrais évoquer 2 lois dont la mise en œuvre est suivie avec attention par la Commission des Finances. Nous sommes à 3 semaines de l'entrée en vigueur de la règle de séparation des activités bancaires issue de la loi du 26 juillet 2013. La Commission des Finances a suivi de près, notamment par ses auditions publiques, la préparation de l'entrée en vigueur de cette règle. L'examen de l'effet combiné des textes réglementaires successifs nous a permis de constater que le contrôle de l'effectivité de la règle avait conduit à doter le régulateur de nouveaux pouvoirs de contrôle très importants, non seulement sur les nouvelles filiales contenant les activités dites risquées, mais aussi sur les maisons mères. Deuxième est la mise en œuvre plus ou moins rapide d'une disposition législative qui ne repose pas sur les textes réglementaires. Je pense à la très importante question de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, engagée depuis 2010, relancée en 2012, soumise à un calendrier très difficile puisqu'il exige que les services de l'État réalisent dans des délais très brefs les difficiles simulations nécessaires. J'insiste sur ce point car les ajustements du calendrier de mise en œuvre de cette loi résultent de considérations techniques et non des conséquences supposées de la réforme puisque précisément les simulations n'ont pas encore été réalisées. Ces exemples me permettent de conclure en considérant que ce travail annuel est nécessaire, mais que c'est bien au quotidien, lorsque nous suivons la mise en œuvre des réformes que nous votons et que nous utilisons nos prérogatives en matière de contrôle, que nous exerçons l'essentiel de notre suivi de l'application des lois. Merci de votre attention. Merci, Madame la Présidente. Pour conclure la présentation des rapports, le Président de la Commission des lois, le Président Philippe Bas. Merci, Monsieur le Président. Au-delà de sa dimension statistique, l'adoption des mesures d'application des lois dans un délai raisonnable constitue l'un des corollaires du respect de la volonté du législateur. C'est la raison pour laquelle un suivi des mesures réglementaires doit être fait, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Sur le plan quantitatif, le moins que l'on puisse dire, c'est que bien que des progrès aient été constatés, l'objectif annoncé depuis 2012
d'un taux d'application des lois de 100% 6 mois après la fin de la période de référence est loin d'être atteint. Pour les lois promulguées en 2013-2014 et suivies au fond par la Commission des lois, un peu plus de la moitié des mesures réglementaires prévues ont été prises, 54%. Autrement dit, alors que la situation apparaissait satisfaisante l'an dernier, avec un taux d'application de 92%, principalement en raison du fait que le nombre de mesures d'application prévues au cours de la période de référence avait chuté en valeur absolue au regard des périodes précédentes, notre taux d'application s'inscrit cette année davantage dans la suite des taux constatés auparavant, et ce n'est pas satisfaisant. Certes, comme chaque année, rappelons qu'un tel taux doit être nuancé. D'une part, il ne traduit pas davantage que lors des sessions précédentes l'aspect qualitatif des mesures prises. D'autre part, à contrario, des mesures d'application secondaire peuvent ne pas avoir été prises et diminuer le taux de mise en application d'une loi, alors même que celle-ci est parfaitement appliquée et que l'essentiel du dispositif est en place sur le terrain. Cependant, personne ne peut se satisfaire de constater, année après année, que près d'une mesure réglementaire sur deux ne soit pas adoptée 6 mois après la fin de la session. Je tiens en deuxième lieu à préciser que ce travail de suivi des mesures d'application est l'occasion, une fois de plus, de constater que la charge de travail à laquelle notre commission a fait face s'est encore amplifiée. Si l'on compte toutes les situations possibles, notre commission a examiné 44 textes au fond au cours de la période, auxquels s'ajoutent 29 avis, dont 21 budgétaires, 13 rapports d'information et 5 rapports relatifs à des propositions de résolution. C'est un niveau d'activité plus important encore que celui constaté lors de la session précédente et jamais atteint auparavant. Je n'insiste pas, mes chers collègues, sur ces deux éléments statistiques que vous aurez l'occasion d'examiner plus en détail dans le rapport annuel sur l'application des lois. Plutôt que de détailler ces données, vous me permettrez, Monsieur le Ministre, cette année, d'attirer plus particulièrement votre attention sur 3 lois de la période de référence dont certaines mesures réglementaires n'ont pas encore été adoptées. Il s'agit d'abord de la loi d'août 2014 sur l'individualisation des peines. 4 des 6 mesures d'application n'ont toujours pas été prises, alors que le gouvernement avait pourtant souhaité engager la procédure accélérée sur ce texte. Et là, il y a une incohérence de la part du gouvernement. Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à y voir le signe d'une difficulté à appliquer cette loi, mais il s'agit, 10 mois après sa promulgation, d'une donnée surprenante. En particulier, peut-être disposez-vous d'éléments d'information sur le décret en Conseil d'État prévu à l'article 35 de la loi. Cette mesure, qui n'est pas adoptée encore, doit pourtant permettre de rendre effective la faculté donnée aux officiers de police judiciaire d'effectuer, sur autorisation du procureur, des transactions pénales. Ce n'est tout de même pas anodin dans le dispositif législatif dont il est question. Il en va de même, dans des proportions plus importantes encore, de la loi de janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. 37 mesures réglementaires prévues n'étaient toujours pas prises au 31 mars 2015. Ce constat n'est pas de nature à satisfaire notre commission. 1 an et demi après la promulgation de la loi, où en est le décret en Conseil d'État prévu à l'article 58 qui doit déterminer la nature des biens pris en compte ainsi que les critères d'éligibilité au fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités par les calamités publiques. Enfin, la loi du 27 mai 2014 portant transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil de mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales n'est toujours pas pleinement applicable. Le décret prévu à l'article 11 est toujours en attente. J'ai choisi ces données et ces 3 mesures réglementaires non encore prises, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, parce qu'ils illustrent bien tout l'intérêt pour notre Assemblée d'être attentive à la question de l'application des lois. Merci, Monsieur le Président. Après ces contributions de chacune des commissions, dans la suite du débat, la parole est aux orateurs des groupes qui l'ont souhaité. Monsieur Patrick Abad, pour le groupe communiste, républicain
et citoyens. Vous avez la parole pour 7 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, en abordant le bilan de l'application de la loi, nous interrogeons au fond la performance du processus démocratique. Les parlementaires que nous sommes sont au cœur de ce processus et nous nous trouvons aujourd'hui précisément à la croisée de nos deux fonctions, nos deux missions, l'élaboration de la loi et le contrôle de l'action du gouvernement. Le principe démocratique ne peut être garanti par la seule existence de débats parlementaires, aussi enrichissants soient-ils, mais doit se traduire par une mise en application des lois qui sont votées. Quelle portée à notre travail si elle ne débouche pas sur une mise en œuvre réelle des mesures élaborées et votées? Nous nous livrons chaque année à ce débat, constatant de manière assez régulière les manquements de façon quasiment permanente au processus démocratique. Malgré certains progrès, nous ne pouvons toujours pas atteindre le taux effectif idéal qui devrait être celui réellement mis en œuvre de 100% dans les délais. Un principe simple doit être rappelé, toute loi votée doit être appliquée et seule cette issue doit nous satisfaire, loin des 60 à 65% actuels. Cela est d'autant plus important que le taux d'application des lois d'initiative parlementaire est plus faible que celui d'initiative gouvernementale et que celui-ci tend à être encore moins élevé quand il s'agit du Sénat. Ainsi, la non-application des lois met à mal les droits du Parlement, de notre Assemblée, et donc de l'initiative législative des groupes parlementaires qui ne disposent pourtant, pour valoriser leurs initiatives, que de peu d'espace dédié aux propositions de loi qui, par ailleurs, sont déjà rares. Nous constatons également des manquements en ce qui concerne les rapports du gouvernement au Parlement prescrits par la loi. Ils sont pourtant utiles puisqu'ils permettent au Parlement d'exercer un contrôle sur l'action du gouvernement. Au-delà de ces constats, je pense que la question de l'application des lois a beaucoup à voir avec les conditions dans lesquelles celles-ci sont présentées et adoptées. S'il est vrai, pour en revenir au rapport, que le nombre de rapports demandés au gouvernement est important et donc cher, quelquefois, chers collègues présidents de la Commission des affaires économiques, voire redondant, comme le disait notre président de la Commission du développement durable, il est la conséquence, pour partie au moins et non négligeable, de l'impossibilité pour un groupe parlementaire de proposer des mesures législatives engageant les finances de l'État. Nous ne pouvons donc pas présenter et discuter des propositions, elles sont dans ce cas-là invariablement censurées par la Commission des finances et n'apparaissent à aucun moment dans le débat public. Donc, très souvent, nous sommes contraints, pour faire avancer le débat d'idées, on est là pour ça, et envisager des alternatives, ce serait bien, à demander des rapports. Ne vaudrait-il pas mieux laisser s'exercer à plein le débat démocratique et ne pas entraver le droit d'amendement en laissant les parlementaires s'emparer de tous les sujets, quitte à, bien sûr, ce qu'ils ne soient pas adoptés, le jeu majoritaire et la responsabilité s'exerçant par la suite? Nous pourrions peut-être éviter l'inflation de rapports et donc l'inflation de rapports non rendus. Ceci étant, nous continuons de faire face à une avalanche de textes qui peinent à trouver leur place dans un calendrier chargé, menant désormais à des sessions qui n'ont plus d'extraordinaire que le nom et à un recours trop important à la procédure accélérée ou, pire encore, aux lois d'habilitation qui autorisent le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance. Mise en relation avec l'impossibilité de mettre en œuvre toutes les lois qui sont votées, une réflexion sur l'utilité et les bienfaits de ces méthodes doit être engagée. Cette surcharge nuit à la qualité du travail parlementaire, contredit l'exigence essentielle de stabilité, de sécurité et de lisibilité de la loi pour les citoyens. Ceci étant, en conclusion, et vous l'aurez compris, chers collègues, Monsieur le Président, nous considérons que les progrès accomplis actuellement sont réels, mais qu'ils sont encore largement insuffisants. Merci. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à notre collègue Jean-Claude Requier pour le groupe du Rassemblement démocratique social européen. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le Sénat débat aujourd'hui pour la 5e fois de son histoire de l'application des lois. Notre Assemblée a joué un rôle précurseur dans le contrôle de l'application des lois. Chaque commission assure, depuis 1971,
le suivi de l'application des textes qu'elle a examinés. Entre novembre 2011 et 2014, la Commission pour l'application des lois, organe ad hoc créé par le Sénat, s'est acquittée de cette mission sous l'égide de notre collègue David Assouline, son président. Cette expérience n'a pas été reconduite lors du renouvellement d'octobre 2014, dans le souci de restituer aux commissions permanentes la plénitude de leurs prérogatives de contrôle. Il ne s'agit pas là d'un débat inutilement technique. Derrière se cachent des enjeux importants pour nos concitoyens qui attendent les effets et bienfaits des lois que nous avons votées ces derniers mois. Consommation, santé, économie réelle et combien d'autres encore. Dernièrement, nous avons par exemple voté une loi permettant le don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade. Les dispositions relatives à la fonction publique n'ont été publiées que très récemment, a dit le rapporteur tout à l'heure, mais il est vrai que le délai moyen de parution des textes d'application est de plus de 8 mois. Comme le note le rapport de notre collègue Claude Bérit-Débat, le taux d'application des lois de la 14e législature tourne aujourd'hui aux alentours de 60 à 65%, même s'il existe parfois des écarts notables entre textes votés. D'une manière générale, la tendance est à l'amélioration du taux d'application des lois. Ce taux d'application, s'il peut en effet sembler insuffisant, est cependant largement meilleur que les pourcentages très médiocres d'avant 2010, entre seulement 15 et 30%. Nous ne pouvons que regretter l'engagement de la procédure accélérée, qui est devenue une procédure quasi normale. Cette procédure n'a pas permis d'améliorer encore ce taux d'application. Une fois de plus, on ne constate aucune différence entre ce taux et celui qui est enregistré pour les lois pour lesquelles la procédure parlementaire normale a été suivie. La procédure accélérée est ainsi devenue un prétexte pour se passer de deuxième lecture, afin de surcharger de nouveaux textes, un ordre du jour parlementaire au rythme déjà effréné, le jour, le soir et même, parfois même jusqu'au bout de la nuit. Les causes de retard ou de carence dans l'application des lois sont connues et multiples. Le retard peut résulter d'une volonté politique de la part du gouvernement, en désaccord avec une loi votée par le Parlement, ou même en désaccord avec un de ses membres. Le retard peut également être causé par des raisons techniques, difficultés d'élaboration des décrets, obligation de recueillir des avis, complexité des questions à régler, divergence de vues entre ministres et mauvaise rédaction de la loi qui nécessite son interprétation. Il n'existe pas de véritable contrainte pour obliger le pouvoir réglementaire à s'acquitter de sa mission dans les délais raisonnables. C'est ce constat qui a conduit le groupe RDSE à déposer une proposition de loi adoptée par le Sénat tendant à reconnaître une présomption d'intérêt à agir des parlementaires en matière d'excès de pouvoir. Il s'agissait d'affermir la mission de contrôle de l'action du gouvernement par le Parlement que prévoit depuis la réforme de 2008 l'article 24 de la Constitution. Les auteurs de la proposition de loi avaient à ce propos rappelé que le contrôle du Parlement revêt une nature informelle par le biais du contrôle de l'application des lois et des mesures réglementaires d'application. La carence du pouvoir réglementaire à édicter les mesures réglementaires d'application dans un délai raisonnable, la dénaturation de la volonté du Parlement ou encore l'empiètement sur les compétences du pouvoir législatif ne peuvent faire l'objet d'injonctions du Parlement. Nous l'avons encore vu avec la proposition de loi visant à simplifier la saisine du Conseil national d'évaluation des normes. Et plusieurs commissions permanentes ont encore cette année déploré que certains règlements d'application ne soient pas conformes à l'intention du législateur et n'assurent donc pas une mise en œuvre fidèle des mesures législatives qu'elles sont censées appliquer. Un autre point attire notre attention. Le rapport de notre collègue Bérit-Débat souligne que le taux de présentation des rapports demandés par le Parlement reste cette année encore très médiocre et que sur la moyenne des 10 dernières sessions, seulement 60% des lois demandant un rapport ont été suivies d'effet. Nous souhaiterions aller plus loin encore dans ce constat. Le législateur multiplie les demandes de rapport au gouvernement. Dans la discussion que nous avons en ce moment sur le projet de loi relatif à la transition énergétique, quasiment chaque article propose un rapport. Personnellement, je suis très réticent à tous ces rapports et il me vient à l'esprit cette phrase du président américain Eisenhower, qui était l'ancien général militaire, qui aimait dire à ses collaborateurs « Faites-moi un schéma, car un schéma en dit souvent plus long que le plus long des rapports ». Ces rapports constituent ainsi de véritables mesures législatives normatives. Ils deviennent des palliatifs à l'action du gouvernement et anticipent sur une réflexion qui aurait dû être menée en amont même du projet de loi. Quid de l'étude d'impact? Nous aurons prochainement à en reparler
lors de l'examen de notre proposition de loi organique relative aux études d'impact. Nous savons que, quand nous votons ce type de disposition, le sort qui lui sera réservé. Les demandes de rapport conduisent donc à dessaisir le Parlement de ses prérogatives, ce qui n'est pas souhaitable. Il y aura encore beaucoup à dire sur ce sujet du partage des compétences entre pouvoir exécutif et législatif. Nous conclurons ainsi une appréciation qui pourra apparaître sur un bulletin scolaire. Les efforts en la matière sont à poursuivre. Il faut persévérer, particulièrement du côté de l'exécutif, dont la mission est d'exécuter toujours mieux et toujours plus vite. Merci. On essaiera la prochaine fois de le faire en schéma aussi. C'est une excellente suggestion. Merci, mon cher collègue. Voilà pour ce bilan annuel de l'application des lois. Je vous rappelle que le Sénat est en pointe depuis longtemps déjà sur le suivi de l'application de la loi. Le sénateur socialiste Claude Berry-Debat, qui était en charge du rapport cette année, a souligné de nombreux points positifs avec des résultats stables par rapport à la session précédente, notamment un taux de 65% de parution des textes d'application et un délai d'environ 8 mois entre la loi et la parution des décrets d'application. Il a également souligné certains points noirs, notamment au niveau des rapports demandés par le Parlement, et le taux là en revanche reste insuffisant. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire à 15 h. Je vous retrouve pour les questions cribles consacrées aux dotations globales de fonctionnement, un sujet très important ici au Sénat. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.